Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant les manifestations en France, notamment dans la capitale française, des manifestations violentes qui ont fait subir d'énormes pertes matérielles au niveau national, mais au niveau des civils également. C'est le sujet du jour. Tout d'abord, donc, je vous propose un reportage qui fera le point sur la situation de ces 3 derniers jours. Et par la suite, nous ferons donc venir nous inviter pour analyser et voir ce on peut en penser de ces manifestations et si les institutions françaises sont en crise. Tout de suite donc, je vous propose le reportage. En mobilisant plus de 2000 policiers et gendarmes dans les banlieues d'Île-de-France, les autorités redoutaient une nouvelle nuit de violence dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Les actes violents ont continué dans plusieurs cités de la région parisienne et se sont étendus à plusieurs grandes villes de France. De nombreuses villes d'Île-de-France, mais également de province, ont été le théâtre, dans la nuit de mercredi à jeudi, de vives violences dans les quartiers populaires, après le décès du jeune Naël tué par un tir policier à Nanterre. Le phénomène de contagion est très largement entamé et le mouvement de révolte, parti du département des Hauts-de-Seine, s'est très rapidement répandu à travers le pays. Selon un bilan encore provisoire de la nuit, les forces de l'ordre ont arrêté 150 personnes dans toute la France. Le policier à l'origine du tir qui a tué Naël est toujours en garde à vue ce jeudi matin. L'utilisation de la force létale par des policiers contre l'adolescent d'origine nord-africaine a alimenté une perception profondément enracinée de la brutalité policière dans les banlieues ethniquement diverses des plus grandes villes de France. À Nanterre, où Naël a été tué, la situation est restée relativement calme. Jusqu'à 23 heures, des manifestants ont tiré des feux d'artifice sur la police et incendié des voitures dans la banlieue ouvrière parisienne de Nanterre, dans une deuxième nuit de troubles après la mort par balle de Naël. Les médias français ont signalé des incidents dans de nombreux autres endroits de la région parisienne. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de feux d'artifice dirigés vers la mairie de Montreuil, à l'est de Paris. De nombreux incidents ont eu lieu dans des communes des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, avec des tirs de fusées d'artifice nourris, des véhicules, ainsi que des poubelles incendiées. Les législateurs ont observé une minute de silence à l'Assemblée nationale, où le Premier ministre Elisabeth Borne a déclaré que la fusillade semble clairement ne pas respecter la règle. La famille de Naël a porté plainte contre les policiers pour homicide, complicité d'homicide et faux témoignage, a indiqué leur avocat. Alors nous revoilà sur les plateaux de Presse TV. Tout d'abord donc la venue de nos deux invités. Commençons par M. Bernard Cornu, notre analyste politique, géopoliticien, également écrivain. Bonjour M. Cornu, ravi de vous avoir avec nous. Bonjour. Alors notre deuxième invité étant M. Jean-Maxime Corneille, juriste, écrivain, analyste politique. Bonjour M. Corneille, également ravi de vous avoir sur les plateaux de Presse TV. Bonjour également, bonjour Téhéran, merci à vous. Alors, vous avez compris, hein, le sujet du jour étant les manifestations de plus de 3 jours en France. Alors, Monsieur Corneille, commençons par vous, si vous le désirez bien. Quelle est la différence entre les manifestations de ces 3 derniers jours et les anciennes manifestations? Parce que les Français sont connus pour manifester, pour réclamer plus de droits. Et a-t-il une différence entre les anciennes manifestations et ces 3 derniers jours, notamment de nuits assez violentes? Alors en effet, ça n'a rien à voir. Et du reste, je vais au passage tordre le cou à un mythe internationaliste selon lequel les Français seraient un peuple révolutionnaire. Pas plus pour 1789 que pour la suite, le peuple n'a fait la révolution. C'est-à-dire que l'idée que le peuple français soit un peuple révolutionnaire est absolument fausse. Premier point. Deuxième point, les manifestations auxquelles nous avons assisté durant ces dernières années, il y a d'un côté les Gilets jaunes qui manifestaient pour la réalité de la question sociale, la vraie question sociale, c'est-à-dire en réalité les conséquences d'un système financier internationaliste qui détruit l'économie française en agissant de conserve avec l'euro et l'Union européenne,
qui globalement est créé pour détruire l'industrie française. Nous avons perdu la moitié de notre industrie depuis 2002. Nous étions autosuffisants stratégiquement à l'occasion de la guerre d'Irak en 2003. Aujourd'hui, nous ne le sommes plus également parce que nous avons vécu des cas de guerre économique caractérisés, notamment de la part des États-Unis, mais pas uniquement des États-Unis. Toujours, comme d'habitude, les anglo-américano-israéliens. En revanche, ces émeutes actuelles ont une toute autre nature et posent la question de la prise en main des émeutiers par des services étrangers, ce qui serait très cohérent et ce qui s'était déjà vu lors de la première vague d'émeutes de 2005, où nous avions vu notamment l'activisme des frères musulmans, des soi-disant grands frères, qui prenaient en main les manifestations, et en réalité dans un contexte où ces émeutes de 2005 avaient servi dans une utilisation politique pour discréditer à l'époque la France qui avait dit non à la guerre d'Irak en 2003, afin de torpiller Dominique de Villepin, l'homme du non à la guerre d'Irak de 2003, et pour promouvoir en face Nicolas Sarkozy. Donc attention à cette idée de prise en main derrière des émeutes. Par contre, ces émeutes sont d'une toute autre nature. Et je réfute l'appellation quartier populaire. Ce sont avant tout des quartiers immigrés, ce sont des gens qui ont un réel problème avec le maintien de l'ordre et le sens de l'État, et qui ont importé en France une des grandes causes de la fragilité de l'Afrique du Nord, à savoir le mépris du beylik, c'est-à-dire l'habitude que les biens de l'État soient en réalité, historiquement en Algérie, la propriété des Turcs, qui n'étaient là que pour prélever l'impôt et pas pour mettre en valeur l'Algérie. Et il en est resté une séquelle chez les Algériens, spécialement chez les Nord-Africains et chez les Algériens notamment, c'est-à-dire une défiance contre toute autorité publique légitime. Voilà le vrai problème de fond dans l'état d'esprit, dans l'inconscient collectif de ces populations-là, qu'il est ensuite facile d'exploiter pour des services étrangers qui auraient à cœur de créer artificiellement ce que nous avons appelé plus tard, non pas une guerre civile, mais en réalité une guerre intérieure, et je vais revenir sur ce point, une guerre spéciale. Je vais revenir sur ce point. Monsieur Corneille, juste, je vous interromps 2 secondes sur les propos que vous venez de tenir. Alors, vous mettez vous êtes en train d'indiquer que ces émeutes donc, sont dues notamment à différentes raisons, mais une des raisons aussi, c'est que le jeune Naël est décédé de la main de la police française. Une vidéo a circulé le policier en question est quand même attaqué en justice pour homicide volontaire. Ça a été indiqué ce matin, si je ne me trompe pas. Ce sont des actes de violence réalisés par la police qui sont censés protéger la population. Est-ce que vous maintenez donc ce cadre-là ? Je comprends. Je peux vous dire que les actes de violence qui sont commis au quotidien sont commis par les populations immigrées contre les Français. C'est un vrai problème. Que la police, en retour, en ait marre de se faire humilier, vous ne verriez jamais les humiliations que les immigrés peuvent se permettre d'imposer à la police en France. Vous ne les verriez jamais en Algérie, jamais en Iran. Cet homme aurait pris une balle en Algérie ou en Iran. S'il est à 17 ans aux commandes d'un bolide, qui n'est pas du tout, premièrement, sans assurance, sans permis, et un bolide qui n'est pas du tout dans ses moyens, il y a présomption que ce soit un dealer, en tout cas qu'il ait des liens avec un dealer. Et le problème est que ces courses-poursuites-là, quand elles ne sont pas arrêtées, elles font des morts. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une famille entière qui a été décimée par un jeune comme ça, qui faisait un rodéo urbain, que la police avait tenté d'arrêter. Il a décimé une famille entière. C'est-à-dire que force doit rester à la loi. Si moi, je suis arrêté par la police sans assurance, avec une voiture anormale par rapport à mes moyens, sans permis, si je ne m'arrête pas, je suis en danger. Lui a cherché. D'habitude, en effet, ces gens sont impunis. Avant tout, force doit rester à la loi. C'est lui qui a posé problème. Je suis tout à fait d'accord que les policiers auraient pu théoriquement avoir un autre moyen. Ils auraient pu mettre la balle dans le pneu peut-être. Ça ne l'aurait pas empêché de potentiellement faucher une fillette à côté ou après, comme c'est déjà arrivé récemment, ou une famille entière. Le problème est un refus d'obtempérer initialement. Ok, Monsieur Corneille. Alors, Monsieur Cornu, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pensez des propos tenus par Monsieur Corneille. Et est-ce que, comme l'indique Monsieur Corneille, vous estimez que les émeutes sont différentes des autres émeutes ou manifestations vues depuis ces dernières années en France ? Il y a des événements communs, comme des victimes d'actions policières maladroites, et parfois d'autres causes qui sont les causes sociales, comme l'augmentation des prix de l'essence au début du mouvement des Gilets jaunes. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait que des immigrés parmi les manifestants. En revanche, il y a beaucoup plus de garçons que de jeunes filles, et ce sont essentiellement des gens jeunes. Moi, je vois surtout que
le déclenchement de ces émeutes ou la propagation rapide de ces émeutes et surtout le fait de l'importance des moyens de communication, ce qu'on appelle les médias sociaux, qui permettent à des groupes de se former très rapidement et de communiquer ensemble. Et donc certains leaders peuvent très rapidement convoquer d'autres ou coordonner avec d'autres. Et ceci est très nouveau. Moi-même, j'ai fait beaucoup de manifestations. Il fallait faire des tracts, les distribuer. Ça demandait beaucoup de travail et de lenteur. Et on ne pouvait pas être très rapide pour mobiliser des milliers de personnes dans toute la France. Et ceci se passe non seulement chez nous, mais aux États-Unis, en Iran, on l'a vu, et dans toutes les manifestations qu'il y a en Angleterre ou ailleurs, au Maroc, en Algérie. Et il est difficile donc à la police, qui doit réagir normalement dans un certain ordre, dans une certaine légalité, de pouvoir s'informer et de contrer ces mécanismes de déclenchement de manifestations qui peuvent tendre à la violence parce que les images sont propagées et que des exemples, des moyens sont fournis. Donc il est difficile de réagir. Donc on est dans ce monde moderne avec les réseaux sociaux dans des situations très difficiles pour faire respecter l'ordre et pour réagir face à une inflammation d'une partie restreinte de la société dans certains quartiers de banlieue, dans certains milieux sociaux, dans certains milieux venus de l'immigration, avec des jeunes garçons qui sont souvent en vie d'en découdre et qui font circuler les images très rapidement pour enflammer, disons, une situation. Et je crois que c'est ça qu'il faut voir. Quant à... J'ai entendu tout à l'heure l'avocat du policier qui lui-même a demandé pardon, mais il a dit aussi que le policier a argumenté que c'est le mouvement brusque de départ de la voiture qui l'a fait bouger son arme. Il disait lui-même qu'il visait plus bas. Donc en fait, il faut attendre la vérité examinée par la justice qui regardera beaucoup de détails, des vidéos, mais aussi des analyses de balistique et aussi ce qui a été dit même par ou les trois personnes, enfin les deux personnes qui étaient passagers de cette voiture. Exactement ce qui s'est passé pour requalifier éventuellement cette mort effectivement très dommageable. Donc voilà, l'essentiel est quand même de regarder les faits très précisément, c'est à la justice de le faire. Chaque manifestation, chaque développement d'émeutes en France ou ailleurs a ses causes propres, mais il y a partout cette accélération due aux médias sociaux qui permettent aux gens qui veulent en découdre de réagir très très vite. Donc vous êtes d'accord qu'il y a une influence, beaucoup de personnes. Il y a une influence, donc selon les propos tenus par M. Jean-Maxime Corneille, il y a une influence étrangère, et il y a, une influence... Il y a un dernier point que je souligne, c'est que par le développement de ces médias sociaux, de ces réseaux sociaux, ils ont une influence qui est maintenant plus importante que celle des parents, parce que souvent les deux parents travaillent ou sont absents, etc. Et il y a aussi moins d'influence de l'école au niveau de l'esprit civique. Ce que M. Corneille a mentionné sur la perception par les gens d'origine de certaines colonies de l'Empire ottoman, telles que l'Algérie ou la Turquie, ont une perception de l'État qui est effectivement un peu différente de la perception de Français de souche, qui ont eu, comme moi par exemple, une éducation civique, un respect de la mairie. Ma propre mère était adjoint au maire, donc on avait un respect de l'autorité publique et des bâtiments publics, des écoles, des mairies. Donc ceci explique une partie de la psychologie de certains émigrés ou descendants d'émigrés, mais il y a un fond aussi de difficultés sociales qui explique, et encore une fois, je pense, l'effet dominant des réseaux sociaux qui permettent vraiment d'élargir les mouvements. Merci, merci M. Cornu. Alors, on revient vers monsieur Corneille. Maître Corneille, alors vous avez indiqué également, on parlait donc des institutions françaises. Est-ce que beaucoup de l'actualité internationale, quand on regarde vite fait les journaux internationaux, parle d'une crise identitaire en France, parle également d'une violence policière ressemblant aux Américains?
Et beaucoup se préoccupent des Jeux de 2024 en indiquant dans quelle situation la France va pouvoir accueillir ces Jeux, sachant qu'il y a également des vidéos et des photos qui ont circulé sur les réseaux montrant les endroits approximatifs des Jeux Olympiques, enfin des lieux prévus pour ça, dans une situation immonde, j'ai envie d'employer, parce que sont décrits également les odeurs, sont décrits les poubelles tout autour. Est-ce que la France est dans une situation critique? Cette réunion rapide du gouvernement français par Macron indique-t-elle une crise réelle et préoccupante? Alors oui, nous assistons. Alors deux choses. Il y a clairement des services étrangers derrière ces choses-là. Il est très possible, en tout cas, vu les messages et vu la façon, on l'a vu avec les incidents Stade de France, des bizarres connexions, notamment au Royaume-Uni. En effet, le but, comme à tous les niveaux de l'action française aujourd'hui dans le monde, le but est de discréditer la France aux yeux du monde entier. Et Macron a été réellement placé à la tête de l'État pour ça. C'est absolument manifeste quand on le voit être d'une si grande maladresse à chacun de ses voyages diplomatiques. Il y a des maladresses diplomatiques qui sont absolument impensables. En tout cas, s'il suivait l'avis des diplomates normaux du Quai d'Orsay en France, il y a des maladresses qui ne seraient pas commises. Sur la situation en France, je vais reprendre la suite du propos précédent. C'est très important. Sur le policier, le policier a voulu faire une intervention, on va dire un arrêt de la voiture de façon militaire. Il a très clairement menacé de tirer dans la tête. Néanmoins, il faut savoir que les policiers français qui sont tués aujourd'hui dans ce genre de circonstances-là, il y a eu une augmentation énorme de forces de l'ordre qui sont tués dans des barrages qui sont forcés de cette façon-là. Et encore une fois, dans n'importe quel pays, il aurait risqué de prendre une balle. Sur la comparaison entre la police américaine et la police française, ce n'est pas du tout pertinent, mais c'est en train de le devenir. C'est-à-dire que nous observons une américanisation, mais en réalité c'est pire que ça. Une américanisation de la police française parce que depuis des années elle est détournée contre le peuple, de la même manière que l'État français est détourné contre le peuple. Et là-dessus, nous avons des réseaux internationalistes, des réseaux subversifs qui se greffent. Nous l'avons vu avec l'avocat Vincent Brenngart, qui est l'avocat, je crois, de la mère de la victime, en tout cas, l'intervention de cet avocat-là qui va former un recours contre des aspects policiers de l'intervention. Je ne sais plus exactement sur quel fondement et sur le recours, en tout cas, il est intervenu. Or, je vous dis que cet homme est une cheville ouvrière d'une subversion savante qui agit en France. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans les temps qui viennent. Merci. Toujours dit que il y a quelque chose de très intéressant dans une analogie à faire avec les méthodes, la méthodologie des printemps arabes. Notamment, Bernard Cornu a parlé de la mise en réseau. Or, c'était un élément moteur derrière les printemps arabes. Ça, c'est quelque chose qui doit éveiller notre attention. De la même manière que l'Iran a connu, avec les Kurdes ou un groupe qui s'appelait Jundallah il y a quelques années, c'était les anglo-américano-israéliens qui étaient derrière, comme d'habitude. Il faut avoir un œil sur ces méthodes-là et garder à l'esprit la facilité de susciter et d'encourager ce genre d'émeutes par des réseaux qui sont en place depuis des années, qui avaient déjà été identifiés en 2005. La police est aujourd'hui formelle, nous n'avons jamais vu ce degré de violence. Néanmoins, ça fait depuis l'an 2000 que les services intérieurs disent que nous aurons tôt ou tard ce degré de violence. Spécifiquement, il y a eu une nouvelle d'anticipation à ce sujet-là qui s'appelle guérilla, à partir, à un moment, d'un policier qui va être un peu plus viril que les autres, c'est-à-dire qui va agir comme normalement les forces de l'ordre devraient agir, plutôt que d'habitude de laisser faire, parce qu'on sait très bien que les hommes politiques, les politiciens ont peur de tout incident dans les banlieues, alors que nous avons bien vu contre les Gilets jaunes qu'il n'y a aucun problème pour taper sur le peuple, mais les immigrés sont artificiellement protégés parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus violents. Ce qui, là, emporte ma conviction, si là, tout de suite, il y a une telle synchronisation, il est très possible que des services étrangers fassent passer ce genre de message à la France. Vous n'êtes pas prêt pour les JO de 2024, ce qui est manifeste, en effet. Merci, Monsieur Cornet. C'est très intéressant ce que vous dites, sachant que beaucoup de pays du Moyen-Orient accusent les pays occidentaux de ces manifestations dans les pays arabes, de ce printemps arabe, entre guillemets. J'aime pas beaucoup l'expression parce qu'on forme une sorte de libération, mais on a vu les pays arabes en fait être détériorés par ces fameux printemps. Hein, c'était loin d'être un printemps pour beaucoup de peuples arabes. Exactement, exactement. Des changements de régime, mais certainement pas. Et là, vous dites que la France, est complètement faire face à ce genre d'actes. Est-ce que c'est pas risible? Est-ce que c'est pas risible cette situation? C'est pas un peu surprenant que finalement cette lance se retourne contre un des pays occidentaux qui l'ont utilisée?
Réponse brève là-dessus, pas du tout. Rappelez-vous que la France et l'Allemagne, avec le Danemark et la Suède, sont les pays européens qui ne s'étaient pas soumis à la guerre d'Irak de 2003. C'est la raison pour laquelle après, il y a eu déjà, ça fait partie des raisons pour lesquelles il y avait eu des exploitations d'émeutes, notamment en 2005, justement pour affaiblir la France, puis pour la détourner grâce à Sarkozy, qui était passé à la faveur de ces émeutes-là. Sarkozy a été l'orchestrateur du détournement de la France au service, nouvellement, des intérêts anglo-américano-israéliens, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, nous étions un facteur de paix dans le Moyen-Orient et nous sommes devenus un facteur belliciste et nous le voyons également en Ukraine. Mais c'est récent, ça date de 2007, 2011 pour la guerre de Libye. C'est la raison pour laquelle, et c'est comme l'opération Charlie Hebdo, c'était une opération sur 20 ans de modification des opinions publiques européennes. Et pour cette modification-là, nous avons aussi besoin d'émeutes immigrées artificiellement encouragées, de façon à ce que les Français prennent fait et cause pour la vision en réalité israélienne du Moyen-Orient, c'est-à-dire les musulmans sont des vilains djihadistes. Ça, c'est encore une vraie histoire, je pense que je vais revenir sur ce point après. Merci, Maître Corneille. Monsieur Cornu, alors vers quoi on s'avance pour 2023-2024, sachant que l'une des organisations américaines avait prédit peut-être la destitution du président Macron, alors une institution américaine extrêmement connue et respectée pour ces prescriptions sur le long terme. Est-ce qu'on s'attend à une crise aussi importante en France ou non, c'est une émeute qui va s'arrêter par elle-même et les gens vont reprendre leur vie courante en oubliant donc ce qui s'est passé? Je pense, les experts, qu'elle s'arrêtera, puisqu'il y a beaucoup de dégâts humains et sur les bâtiments publics, et que je pense que le gouvernement prendra les moyens de faire respecter l'ordre public le plus rapidement possible, en évitant des mesures extrêmes. Je ne pense pas que ceci dure de point de perturber l'organisation des Jeux Olympiques. C'est vrai que l'image de la France est dégradée par ces manifestations, mais ça ne durera pas longtemps et les gens retrouveront vite un visage de la France plus normal, j'espère en tout cas, et je crois aussi sincèrement que je ne peux pas, par rapport aux propos de M. Corneille, je ne peux pas laisser dire que les émigrés sont violents. Certains émigrés sont violents, certains bourgeois sont violents, certains étrangers le sont aussi, mais on ne peut pas essentialiser ce caractère-là. Moi, je connais aussi beaucoup d'émigrés, en général, qui sont violents. On a signalé certains facteurs historiques, certains facteurs sociaux qui sont importants à considérer, mais on ne peut pas dire qu'ils ont de l'influence sur toutes les personnes. Et par contre, effectivement, je crois que tous les gens utilisent les réseaux sociaux, sauf moi peut-être, parce que je m'en protège. Et donc, cette propagation rapide des émeutes ou des mouvements d'émeutes spontanés ou provoqués, c'est vrai. Et c'est vrai aussi, comme M. Corneille l'a rappelé, que dans les années 2000, les Américains, par la NED, la Democratic Foundation, ils ont formé des gens invités, payés, logés, notamment en Égypte et en venant de plusieurs pays arabes, pour utiliser massivement la vidéo et les réseaux sociaux. Donc ceci, effectivement, a été organisé. Les objectifs ne sont pas toujours très clairs, mais c'est vrai que dès qu'il y a des positions françaises pour une paix juste dans le monde, pour des interventions, il y a des interventions de ceux qui ne veulent pas cette paix, qui ne veulent pas de justice, et c'est vrai. D'ailleurs, c'est un point que je veux souligner, nos émigrés français, comme ils viennent beaucoup du Maghreb principalement, ils sont un peu plus sensibles que les Français moyens, de souche, disons, aux problèmes du Moyen-Orient. Et ces problèmes du Moyen-Orient, pour eux, c'est d'abord une injustice, parce qu'il y a deux poids et deux mesures dans le traitement de différents États. Et donc, ces gens-là sont aussi sensibles à cette manque de justice dans les situations françaises. Et quand ils voient aussi, face à des différentes actions criminelles de personnalités ou de gens du peuple, et ils voient qu'il y a une différence de traitement. Merci, M. Cornu. Ce sont sur ces propos. Merci, M. Cornet. Je suis désolée de vous interrompre, mais ce sont sur ces propos que nous concluons donc, le débat. Je vous remercie à vous deux, à nos deux invités du jour. Donc, je le rappelle, M. Jean-Maxime Corneille, juriste, écrivain et analyste géopolitique, et M. Bernard Cornu, également écrivain et analyste géopolitique pour la chaîne Presse TV. On vous remercie pour votre participation. Je remercie vous, auditeurs, pour nous avoir écoutés. N'hésitez pas à voir notre programme sur nos sites et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à commenter ou à poser une question. Nous les regardons.
Je vous remercie donc de nous visionner. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet du débat, ici dans les locaux de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.